Aujourd'hui, je reçois Claire Balva, une experte des crypto-monnaies et de la blockchain. C'est vrai qu'au début de Bitcoin, les premiers à s'en emparer, ça a été les criminels, qui eux ont très vite compris d'ailleurs que ça pouvait être utilisé comme monnaie. On dit toujours que Bitcoin n'est pas une monnaie, etc. Bon, sauf pour les criminels, pour qui visiblement ça marche très bien. Au cœur de l'écosystème depuis plus de 10 ans, elle a fondé Blockchain Partner, le premier cabinet spécialisé sur les cryptoactifs et le Web3, et ce, dès 2014. Ce cabinet sera par la suite intégré par KPMG France en 2021. Au cours de son parcours, Claire a conseillé des centaines d'entreprises, dont plus de la moitié des géants du CAC 40. Sa spécialité, faire de la pédagogie afin d'expliquer les cas d'usage de la crypto. L'esprit qu'il y a derrière Bitcoin, c'est aussi de pouvoir détenir soi-même son argent numérique. C'est ça en fait la vraie révolution. Vos euros numériques aujourd'hui, c'est quoi? C'est des 0 et des 1 dans le serveur de votre banque. Elle est également autrice de 2 livres sur les cryptos dans lesquels elle explique le fonctionnement de la technologie avec beaucoup de détails. Claire s'occupe désormais du développement et de la stratégie de la fintech Débloc, le premier compte courant à intégrer un wallet crypto. Est-ce que finalement ça tient pas un peu à un fil? Demain, on révèle l'identité de Satoshi, il appuie sur un bouton, ils vont 1 million de bitcoins, donc tout le projet s'effondre. Salut Claire. Salut. Écoute, je vais commencer par le Bitcoin. Comment tu décrirais l'instrument Bitcoin à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien? Alors je dirais que Bitcoin, déjà c'est entièrement numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces ou de billets Bitcoin, c'est assez important. Ensuite, je dirais que Bitcoin, c'est une monnaie qui fonctionne de pair à pair comme le cash. C'est-à-dire que je peux te donner un billet de 20 €, je peux aussi te donner directement du Bitcoin sans passer par un intermédiaire. Et la particularité de Bitcoin par rapport à d'autres monnaies, comme l'euro ou le dollar, c'est que c'est une monnaie qui fonctionne de manière décentralisée. Si tu prends le dollar, par exemple, le dollar a en gros des statuts qui sont les statuts de la banque centrale. Dans Bitcoin, il n'y a pas de banque centrale. En fait, Bitcoin a des statuts qui sont open source, c'est un algorithme, c'est du code, qui sont visibles par tous. Et donc, c'est une communauté de gens, de particuliers, d'entreprises qui font fonctionner Bitcoin. Et donc, Bitcoin, c'est la première, je dirais, monnaie d'Internet, et donc monnaie qui fonctionne de manière véritablement décentralisée. Et ça continue d'évoluer? Est-ce que le logiciel Bitcoin, la façon dont il est écrit, évolue en fonction de ce qui se passe? On a vu, il y avait l'ordinateur quantique de Google qui allait bientôt sortir. Là, le logiciel s'adapte à ce genre de changement? Alors, le logiciel Bitcoin, oui, il peut évoluer, mais il évolue assez lentement. Pourquoi? Parce que toute évolution requiert un consensus de la communauté qui fait fonctionner Bitcoin. Et donc, c'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui, dans leur garage, décident qu'il faut faire évoluer Bitcoin que Bitcoin va changer. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un très large consensus. Et ça, c'est globalement très dur à atteindre sur Bitcoin parce que la communauté est plutôt réfractaire au changement. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on dit qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins au maximum. La dernière fraction sera émise en 2140 et que le consensus de la communauté est très fort sur ce point et donc que ce nombre ne va pas changer. Maintenant, évidemment que si on repère qu'il y a des dangers d'un point de vue technique, le protocole peut s'adapter. Et donc, typiquement, l'arrivée des ordinateurs quantiques, alors qui n'est pas non plus pour tout de suite demain matin, mais pourrait amener les développeurs Bitcoin à moderniser un certain nombre de choses dans l'algorithme. Tu as dit 21 millions de bitcoins en 2140. Aujourd'hui, il y en a... Une vingtaine. On est déjà à 20 millions. 20 millions. Comment on crée les nouveaux bitcoins? Alors, la programmation de création de Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est décidée à l'avance. C'est-à-dire que le créateur de Bitcoin, qui est anonyme, qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, mais c'est un faux nom. Ça pourrait être un groupe de personnes aussi. Ça pourrait être un groupe de personnes, exactement. Alors, il y a plein d'interrogations là-dessus, mais on pourra y revenir. Donc, Satoshi Nakamoto, dans son livre blanc, qui est sorti début 2009, a expliqué l'émission de nouveaux bitcoins. Et donc, cette émission, en fait, elle est pas linéaire. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, et moins il y a de bitcoins qui sont émis. Donc, en ce moment, concrètement, on est fin 2024, il y a 3,125 bitcoins qui sont émis à peu près toutes les 10 minutes. Et ce nombre, il est divisé par 2 tous les 4 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on peut savoir à peu près à quel moment sera émise la dernière fraction de Bitcoin. Donc, c'est pour ça que je dis 2140, mais évidemment, c'est pas une année qui est fixe, ça peut être amené à bouger. Donc ça, c'est le fameux halving qui a eu lieu il y a... C'est ça, donc cet événement, cet événement tous les 4 ans, de division par 2, on l'appelle le halving. Et d'ailleurs, c'est un événement qui change le rythme donc d'émission monétaire, donc qui change le rythme de l'offre de Bitcoin. Et c'est pour ça que souvent, on observe des hausses de cours à la suite du halving. Et tu l'as dit, le consensus est assez dur à obtenir parce qu'il faut emmener plus de 50% des détenteurs. C'est qui, en fait, qui détient les bitcoins aujourd'hui? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas exactement puisque Bitcoin,
par définition, ne te demande pas ton identité directement. Le protocole Bitcoin, en fait, il est ouvert à tous. Et c'est ça d'ailleurs qui en fait sa beauté. C'est que Bitcoin lui-même ne te demande pas ton identité, ta race, ton genre, etc. quand tu veux en acheter. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, pour acheter du Bitcoin, la plupart des gens vont sur des plateformes qui sont de plus en plus régulées et qui sont régulées grosso modo comme des établissements financiers et donc qui, elles, vont te demander ton identité. Donc, on a quelques statistiques maintenant sur les détenteurs aussi de crypto. Alors, c'est pas que Bitcoin, c'est crypto. On sait que ce sont des gens nettement plus jeunes que la moyenne, que c'est en gros à 2/3 des hommes, 1/3 des femmes. Et on a quelques statistiques, par exemple aux États-Unis, qui montrent que ce sont plutôt des minorités. Et on voit que le nombre de détenteurs en proportion de la population est plus élevé dans les pays en voie de développement que dans des pays comme la France. J'ai vu qu'en France, il y avait plus de détenteurs de Bitcoin parmi les jeunes investisseurs, enfin de crypto, que d'actions. Je crois que c'est 9,5% pour la crypto et 7,5% pour les actions. Oui, mais il me semble que ce chiffre avait été déjà sorti au global, c'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes en France qui détenaient du Bitcoin que des actions en direct. Donc oui, ça m'étonne pas du tout que chez les jeunes, ça soit encore plus prégnant. Ouais, complètement. Mais en fait, je pense que c'est aussi pour ça que Bitcoin a du succès auprès de la jeune génération. C'est que c'est un investissement qui semble plus facile, plus accessible que les actions. En fait, tu demandes à quelqu'un d'assez jeune, il va dire, bah oui, acheter du Bitcoin, moi, je vais sur Internet, je vais sur une plateforme, je m'inscris et puis hop, en 3 clics, j'ai acheté du Bitcoin. Alors qu'acheter une action, instinctivement, ça semble presque plus difficile. On se dit, il faut passer par des sociétés, c'est plus compliqué, je sais pas quoi acheter. Et c'est d'ailleurs quelque chose que ne comprennent souvent pas leurs parents, qui se disent, mais je comprends pas, acheter une action, c'est hyper facile, ta crypto, j'y comprends rien. Donc il y a un vrai schisme générationnel comme ça dans la crypto. Tu as parlé de la décentralisation. Pourquoi une monnaie comme l'euro, elle est centralisée ? Elle est centralisée parce que ça a été décidé tout simplement à un moment donné et que finalement le consensus social au d'un moment au début c'était formé d'ailleurs sur d'autres types de monnaies, hein, ça pouvait être les métaux précieux, les coquillages, etc. Et puis les États progressivement se sont attribués le monopole de la monnaie. Et donc l'euro aujourd'hui, alors c'est une zone monétaire, hein, c'est pas juste un État, mais c'est la banque centrale en Europe qui gère l'émission de l'euro et qui est d'ailleurs parfois critiquée pour ça, notamment ces dernières années, puisque son mandat, qui est de normalement maintenir une inflation faible, n'est pas un franc succès. Et d'ailleurs, cet échec de la banque centrale souvent incite les gens à se poser un certain nombre de questions. Et une des raisons qui est avancée par les investisseurs en Bitcoin, c'est notamment la protection contre l'inflation, parce qu'ils ont le sentiment que l'euro progressivement perd de sa valeur. Et c'est la grande thèse d'investissement de certains fonds qui se disent en fait les monnaies dites fiat, donc dollars, euros, etc., sont en train de s'écrouler. Et c'est pour ça que j'achète du Bitcoin. J'achète pas du Bitcoin pour spéculer parce que je pense que Bitcoin va prendre de la valeur par magie demain matin. J'en achète parce que je suis convaincu que les monnaies fiat s'écroulent et que Bitcoin est la solution de secours. C'est un peu alarmiste, non ? C'est un peu alarmiste. Et pourtant, quand tu regardes les courbes effectivement de la valeur sur le dollar et l'euro, tu te dis, en fait, t'es le premier à le dire. Tu vois, si je laisse mon argent sur un compte en banque dormir, en fait, je perds du pouvoir d'achat. Donc, c'est aussi très logique de chercher des alternatives. Alors, il n'y a pas que Bitcoin dans la vie. Il y a l'or, il y a d'autres choses. Les coquillages. Les coquillages, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, Bitcoin fait partie des nouvelles solutions et certains le présentent comme une sorte d'or numérique. Et le consensus social pourrait très bien se déplacer de l'or à Bitcoin. En fait, aujourd'hui, ce qui fait la valeur de l'or, c'est, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout les bijoux. C'est tout simplement le fait que les banques centrales en détiennent beaucoup. Ouais. Et si ce consensus se déplace sur Bitcoin, et ben là, on pourrait avoir un Bitcoin qui est vraiment un nouvel étalon monétaire mondial. Investir en crypto, ça peut paraître compliqué et ça peut faire peur. C'est pour ça que chez Finari, on a développé une solution simple, sécurisée et régulée en France pour vous permettre d'investir dans plus de 30 crypto-actifs. Vous pouvez donc investir de façon instantanée dans le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, ou bien mettre en place un investissement programmé afin d'investir une somme fixe à intervalles réguliers. La création de compte prend moins de 3 minutes sur votre téléphone et puis on vous offre le premier dépôt par carte bancaire. Vous le savez, chez Finari, on met l'accent sur la transparence. C'est pour ça qu'on vous offre des frais bas et on ne met pas de spread caché sur nos prix. Encore mieux, on s'est associé à Waltio afin de vous accompagner au moment de la déclaration de vos plus-values crypto. Et enfin, évidemment, si vous investissez sur Finari, vous pouvez également suivre vos cryptos, mais tout le reste de votre patrimoine sur une même app et gérer votre budget de façon super simple. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. Tu as parlé de l'effondrement des monnaies fiat. Ouais. Et tu as parlé aussi des critiques
qui sont régulièrement émises par plein d'acteurs au sujet de la crypto en général, du Bitcoin en particulier. Je voulais revenir vraiment sur les critiques qui reviennent le plus souvent. Et je vais mettre du côté des détracteurs. Je voudrais avoir ton avis pour que quelqu'un qui ne connaît pas forcément le sujet se fasse une opinion informée et puisse avoir toutes les informations pour décider si oui ou non il veut y aller. La première critique qui revient tout le temps, je pense, c'est que le Bitcoin ne sert à rien, que c'est du vent, en fait. On trade et c'est une espèce de... C'est des bulles de savon. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, plusieurs choses. Déjà, Bitcoin, c'est une vraie révolution technologique. En fait, avant Bitcoin, quand on voulait s'envoyer de la valeur sur Internet, on passait nécessairement par un intermédiaire. Il n'y avait pas d'autre moyen de faire du pair à pair à part avoir du cash physique. Mais dans le monde numérique, il fallait nécessairement passer par une banque, généralement même plusieurs banques. Et avec Bitcoin, on a la possibilité de s'envoyer de la valeur en pair à pair pour la première fois sans intermédiaire. Il y a un vrai côté incensurable du Bitcoin. Et donc, cette promesse technologique-là, de base, elle a de la valeur. Ensuite, Bitcoin, c'est aussi un projet politique auquel on peut d'ailleurs adhérer ou non. Mais le fait d'avoir un nombre fini de Bitcoin, ça a aussi une valeur en soi, ça apporte une vraie rareté. Et il y a certaines personnes qui pensent justement que l'offre monétaire devrait être figée et qu'on devrait arrêter justement d'imprimer des billets tous les 4 matins. Tu l'as dit, on peut s'envoyer de l'argent avec le Bitcoin. Pourtant, il n'y a personne qui paye. Du coup, est-ce que c'est vraiment un moyen de paiement? Alors, il y a personne qui, effectivement, achète son café tous les matins. Je leur souhaite pas, en tout cas. En France, en fait, ça a assez peu de sens parce qu'en France, on a une monnaie qui fonctionne bien. Je veux dire, vous avez votre carte bleue, vous allez au café, vous payez votre boisson, il n'y a pas de problème. Déjà, il y a d'autres pays où c'est quand même beaucoup moins le cas et où Bitcoin devient un moyen de préserver son épargne, même sur le court terme et pas juste sur le long terme. Ensuite, moyen de paiement, effectivement, si c'est pour des petites sommes, aujourd'hui, c'est assez peu répandu, même si il y a des nouvelles technologies qu'on appelle des surcouches qui se développent sur Bitcoin, qui permettent de faire ça facilement. Donc, vous pouvez vous renseigner sur le Lightning Network, par exemple, qui permet de faire ça. Mais ce qui est très intéressant, en revanche, c'est pour tout ce qui est paiement à l'international, et notamment paiement de sommes importantes, où là, les frais ne sont pas proportionnels au montant que vous envoyez. Donc, si vous voulez envoyer $1 million au Japon, en fait, vous allez payer 1, 2, 3 dollars de frais en équivalent sur le réseau Bitcoin. Et l'argent va arriver en 10 minutes. Donc ça, c'est quand même une vraie avancée technologique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui avec les banques. Justement, tu peux envoyer de l'argent où tu veux, à qui tu veux. On ne sait pas vraiment qui est derrière. Du coup, ce qu'on entend beaucoup, c'est que le Bitcoin, c'est un peu la monnaie des terroristes, des dealers de drogue et de tous les gens qui font des activités illégales. Alors c'est drôle parce que moi j'ai beaucoup entendu cette critique et je comprends qu'elle existe parce que c'est vrai qu'au début de Bitcoin, les premiers à s'en emparer, ça a été les criminels. Qui, eux, ont très vite compris d'ailleurs que ça pouvait être utilisé comme monnaie. On dit toujours que Bitcoin n'est pas une monnaie, etc. Bon, sauf pour les criminels, pour qui, visiblement, ça marche très bien. Donc, oui, les criminels se sont emparés de Bitcoin au début, mais aujourd'hui, la proportion de transactions illicites en Bitcoin, elle est de moins de 1%. Les dernières stats doivent être à 0,34%, quelque chose comme ça. Comment on peut mesurer ça? En fait, justement, il y a des boîtes qui sont spécialisées dans l'analyse de données sur les protocoles, sur les cryptos, et notamment sur Bitcoin. Et contrairement à ce qu'on pense, Bitcoin n'est pas du tout opaque et Bitcoin n'est pas du tout anonyme. Bitcoin est pseudonyme et tout le monde peut aller voir sur Internet ce qu'on appelle la blockchain, donc qui est en fait le grand registre des transactions qui sont faites en Bitcoin. Et ça, c'est public. Et donc moi, ce que je fais souvent, par exemple, je montre aux gens, quand l'Ukraine avait fait un appel de dons en crypto-monnaie, ils avaient reçu du Bitcoin, vous pouvez aller voir sur Internet l'adresse Bitcoin de l'Ukraine, vous pouvez regarder tous les dons qu'ils ont reçus. Alors, vous voyez pas les noms et les prénoms des gens, bien sûr, mais aujourd'hui, les entreprises qui sont spécialisées là-dedans, en fait, elles arrivent à tracer les flux et à savoir, grosso modo, avec une échelle de probabilité, à qui appartient quelle wallet et qui a envoyé de l'argent où. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, le problème, c'est pas que Bitcoin est opaque, c'est presque aujourd'hui que Bitcoin est trop transparent. Et on commence à avoir des critiques qui disent Bitcoin, ça va être l'ère de la surveillance orwellienne parce que tous les flux vont être visibles partout. Et donc, il y a un risque en fait de traçabilité presque trop important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a d'autres crypto-monnaies beaucoup plus anonymes qui se développent. Je pense à Monero, Zcash, etc. Qui sont de moins en moins populaires aussi parce que les régulateurs ne les aiment pas. Qui sont évidemment, elles, pour le coup, interdites de listing sur les plateformes d'échange, en tout cas en Europe. Ouais. Tu l'as dit, le Bitcoin pourrait remplacer l'or comme valeur de refuge. Pourtant, si je regarde le cours du Bitcoin sur les 5 dernières années, c'est des montagnes russes, hyper volatiles, ça monte, ça baisse. Alors là, ça monte beaucoup, mais ça a quand même énormément baissé. Pour ceux qui investissent depuis un peu plus longtemps, on a eu des moins 50, moins 60, moins 70% en très peu de temps. Comment
la phrase valeur de refuge et la volatilité, comment on peut réconcilier les deux? Alors, la première chose à regarder, c'est quand même que Bitcoin est de moins en moins volatile. Et c'est normal, parce que c'est un actif qui devient de plus en plus mature. Moi, quand je suis arrivée là-dedans, tu vois, c'était en 2015, c'était quand même assez courant que Bitcoin fasse plus de 20% ou moins 20% sur une journée. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Je me souviens, il y a quelques semaines, Bitcoin a pris 11% en une journée. C'était incroyable, personne n'en revenait, quoi. Donc, cette volatilité, elle a tendance à diminuer. Donc, pour ça, ce qui est bien, c'est d'aller voir les graphiques sur une échelle logarithmique qui permettent de vraiment se rendre compte en proportion que Bitcoin, certes, est volatile, mais de moins en moins. Et ensuite, moi, ce que je conseille, c'est justement pas d'investir dans Bitcoin pour faire du trading et pour revendre dans 3 mois. Parce que même si, là, tu l'as dit, en ce moment, ça monte beaucoup, personne ne sait si le prix du Bitcoin sera plus haut ou plus bas dans 3 mois. Même les meilleurs experts, il y en a aucun qui est capable de le dire. Par contre, tous ceux qui sont à fond dedans sont convaincus que sur le très long terme, là, ça va monter. Et en fait, la tendance, elle va rester à la hausse pendant encore de nombreuses années. Donc, c'est plutôt pour ça qu'il faut investir dans Bitcoin. C'est justement pour se protéger de la chute des monnaies fiat, mais sur le long terme, mais en acceptant la volatilité. Et donc, ça implique de ne pas être scotché à son portefeuille tous les matins non plus. Est-ce que c'est pas une espèce de prophétie autoréalisatrice? Tout le monde dit que ça va devenir l'or numérique et donc forcément tout le monde en achète, les prix augmentent, donc ça réalise la prophétie et donc d'autres gens rentrent dans le système. C'est un peu un Ponzi en fait. Non, c'est juste comme les actions, quoi. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde... Les actions, c'est des entreprises qui créent, mais si tout le monde pense qui génèrent du cash flow. Ouais, en fait, tu vas pas me dire que toutes les valorisations des entreprises au Nasdaq sont proportionnelles au cash flow qu'elles génèrent. Mais il y a une correction généralement. Tu vois, on peut avoir une bulle, période d'expansion, et après une période de déflation et de crack. Mais tu vois, dans ton propos, tu pars encore une fois du principe que Bitcoin ne repose sur rien. Ce qui n'est pas vrai, puisque Bitcoin repose sur une technologie, repose en plus sur une énergie qui est produite pour émettre des nouveaux Bitcoins. On en reparlera, j'imagine. Et donc, il y a un fondamental technologique et politique derrière Bitcoin. Et donc, c'est ça qui a de la valeur et c'est là-dessus que le consensus se forme. Tu vois, c'est comme sur l'or, finalement. Alors, l'or, évidemment, il y a des propriétés techniques, etc., qui sont intéressantes aussi. Mais ce qui compte, c'est le consensus social qui se forme autour. Et c'est la même chose sur Bitcoin. Est-ce que c'est un statement politique d'acheter du Bitcoin? C'est un statement politique, mais qui n'est pas nécessairement conscient, accepté, voulu par tous les acheteurs du Bitcoin. Il y a plein de gens qui achètent du Bitcoin parce qu'ils diversifient leur portefeuille sans forcément aller faire des recherches sur le projet qu'il y a derrière. Tu as parlé de l'énergie. Il y a une critique qui est vraiment très à la mode en ce moment. Dans une ère où on a un réchauffement climatique qui est hors de contrôle, je crois qu'on est à plus 4 degrés actuellement, alors qu'on s'était fixé un objectif de plus 2 degrés. Le Bitcoin, c'est du proof of work, tu l'as dit. Du coup, ça consomme énormément d'énergie pour vérifier les transactions. Est-ce que finalement, ce n'est pas un désastre écologique? Alors, ça consomme beaucoup d'énergie, pas pour vérifier les transactions, mais pour sécuriser le réseau, ce qui est un petit peu différent. Alors, il ne s'agit pas de nier effectivement la consommation énergétique qu'il y a derrière Bitcoin. Maintenant, moi, j'ai quand même une frustration depuis que je suis dans ce secteur-là, c'est que je vois régulièrement des articles de presse qui disent mon Dieu, c'est scandaleux, Bitcoin consomme autant que... Et tu vois, là, c'est la roulette russe des pays, c'est-à-dire que parfois, c'est le Pays-Bas, l'Argentine, etc. Et cette comparaison, alors d'une part, elle est assez fallacieuse, puisqu'en fait, on pourrait aussi faire des comparaisons du genre Bitcoin consomme 2 fois moins que, je sais pas, les téléviseurs dans le monde, par exemple. Ce qui permettrait aussi de se rendre compte que la comparaison à un pays a très peu de sens. Et l'autre point, c'est que n'est jamais analysé ce que Bitcoin apporte en fait au mix énergétique et à la transition énergétique. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un des atouts du minage qui est toujours omis en fait dans cette analyse de la consommation énergétique. Alors, je m'explique. Les mineurs de Bitcoin, c'est qui, c'est quoi? Ce sont aujourd'hui des entreprises qui vont mettre à disposition des serveurs pour participer à la sécurisation du réseau Bitcoin. Et donc, très concrètement, eux, ils vont dépenser de l'énergie pour résoudre des calculs et ils vont être rémunérés en Bitcoin. C'est à eux, en fait, que vont les Bitcoins nouvellement émis, donc en ce moment, 3,125 toutes les 10 minutes. Donc, ces mineurs, en fait, sont des agents rationnels en économie. Donc, leur intérêt, c'est évidemment de gagner de l'argent, donc de gagner le plus souvent à la compétition et d'avoir des coûts d'électricité qui sont bas, parce que sinon, ils ne sont pas rentables et donc ils ferment. Donc, les mineurs, ils vont aller chercher l'électricité la moins chère et surtout l'électricité la plus efficiente. C'est-à-dire qu'ils ont des machines bien spécifiques. Et l'électricité la moins chère, en fait, aujourd'hui, souvent, en fait, c'est celle dont personne ne veut. C'est-à-dire que c'est l'électricité intermittente dans les périodes de surplus. Et donc, aujourd'hui, on commence à voir d'ailleurs des entreprises qui travaillent dans les réseaux électriques
qui commencent à se dire, mais en fait, Bitcoin est vachement utile pour gérer les surplus d'électricité, pour équilibrer mon réseau électrique. Les mineurs, en fait, ils sont assez flexibles, donc ils peuvent se brancher sur un réseau, ils peuvent absorber l'électricité en période de surplus, et puis, en fait, quand il n'y a pas de surplus, ils arrêtent, eux, ils n'ont plus de coûts, ils gagnent plus de Bitcoin, mais ça, c'est pas très grave. Et donc, les mineurs ont un vrai rôle à jouer dans cette transition énergétique-là, parce qu'ils permettent d'accroître la proportion d'électricité renouvelable dans le mix énergétique global. Et ça, c'est jamais analysé, et c'est hyper dommage, parce que c'est vraiment un outil pour aller financer la transition énergétique vers plus de renouvelables sur le réseau. Est-ce qu'on a mesuré la consommation énergétique d'une monnaie fiat déjà? Pas à ma connaissance. Non, on a mesuré, il me semble, la consommation énergétique du réseau bancaire, des banques dans leur ensemble, mais en incluant, par exemple, les placements qu'elles font avec leur argent, etc. Donc, c'est quand même un système très différent. Sur Bitcoin, voilà, vous ne placez pas votre argent. Je veux dire, le Bitcoin n'est pas investi dans Total ou dans LVMH, quoi. Donc, c'est très différent et je ne pense pas que ce soit hyper comparable. Justement, le réseau bancaire, aujourd'hui, si je prends une carte Visa, le réseau Visa est capable de processer plus de 50 000 transactions par seconde. Réseau Bitcoin, 7 transactions. Il y a une critique qui revient tout le temps, c'est qu'en gros, c'est pas scalable. On ne peut pas l'étendre à mesure qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Le réseau, il va finir par être complètement dépassé. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Aujourd'hui, il y a des surcouches qui sont disponibles. J'en parlais tout à l'heure, Lightning Network. Donc, sur Bitcoin, il est tout à fait possible d'avoir une scalabilité très importante avec ces fameuses surcouches, mais qui sont encore relativement peu connues du grand public et qui ne sont pas encore intégrées sur toutes les plateformes. Donc, c'est aussi pour ça que l'adoption de ces fameuses Layer 2 ou surcouches n'est pas encore à son maximum. Mais tu as raison de poser la question parce que c'est une question qui se pose aussi pour les autres cryptos et les autres blockchains. Et il y a cette espèce de concours à la blockchain la plus scalable. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin, elles atteignent toutes une limite. Et dans le jargon, enfin, pour les experts crypto, on a ce qu'on appelle le trilemme des blockchains, qui montre que tu dois globalement toujours choisir entre sécurité, décentralisation et scalabilité. Et tu peux pas avoir une scalabilité qui soit maximale, tout en restant hyper sécurisé et hyper décentralisé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux de paiement sur le fiat sont très scalables? C'est parce qu'en fait, ils sont pas du tout décentralisés. Ils sont hyper centralisés. Et donc, c'est justement ça qu'on ne veut pas avec Bitcoin. Et le but derrière Bitcoin, c'est pas d'en faire le réseau le plus scalable du monde. Pour ça, il y a éventuellement des projets de surcouche. Il y a aussi des plateformes d'échange, d'ailleurs. C'est d'en faire une monnaie, en tout cas un projet de monnaie qui est incensurable et qui est décentralisé. Et ça, déjà, c'est une promesse qui est très forte. Justement, décentralisation, on a parlé de MicroStrategy. Ils ont aujourd'hui plus de 430 000 bitcoins. Ils continuent d'en acheter avec une technique qui est assez intéressante. Ils émettent des obligations, en gros, à mesure que le prix de leur action augmente, ils achètent plus de crypto, ça fait augmenter leur prix. Ouais, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui se passe si MicroStrategy explose? Est-ce que Bitcoin n'est pas en risque de mourir, tout simplement? Explose, c'est-à-dire décide de vendre tous ses bitcoins, par exemple, fait faillite. Ouais. Alors, vu la proportion de bitcoins qu'ils ont au sein de leur valorisation, s'ils font faillite, c'est peut-être qu'il y a un problème à la base sur Bitcoin. Aujourd'hui, MicroStrategy, c'est quasiment ils sont hackés, par exemple. C'est quasiment un ETF Bitcoin, MicroStrategy aujourd'hui. Il me semble pas qu'ils détiennent leur Bitcoin en propre. Je pense qu'ils passent par des intermédiaires. Donc, c'est pas eux qui pourraient se faire hacker. Mais tu as raison de le souligner. En fait, il y a des points de centralisation. Et c'est là, en fait, les potentielles failles de Bitcoin. Souvent, les gens disent Bitcoin pourrait être hacké. En fait, c'est pas Bitcoin qui risque d'être hacké. C'est les éventuelles plateformes ou centralisateurs qui vont stocker les bitcoins. Et donc ça, dans les premières années de Bitcoin, ça a été des grandes cibles de hack, les plateformes d'échange, qui depuis ont appris à se sécuriser. Donc on a très peu, en fait, aujourd'hui de hacks très forts de grandes plateformes. Donc ça, c'est pas un grand risque, à mon sens, aujourd'hui, en tout cas sur Bitcoin. Maintenant, oui, il y a une éventuelle centralisation financière qu'on voit avec MicroStrategy, qu'on voit aussi avec les ETF. Et c'est pour ça que moi, j'encourage quand même les gens à, quand ils se mettent à la crypto, essayer de la détenir en propre, sur un vrai portefeuille. Tu vois, nous, c'est ce qu'on propose chez Desblocs parce qu'on croit à ça. Évidemment que les entreprises vont essayer de s'approprier aussi Bitcoin, de proposer des produits, et c'est tout à fait normal. Et parfois, d'ailleurs, c'est très bien fait. Mais c'est vrai que c'est pas ça l'esprit qu'il y a derrière Bitcoin. C'est aussi de pouvoir détenir soi-même son argent numérique. C'est ça, en fait, la vraie révolution. Vos euros numériques aujourd'hui, c'est quoi? C'est des 0 et des 1 dans le serveur de votre banque. C'est pas grave tant que votre banque va bien et qu'elle vous les redonne, mais à la fin, vous êtes dépendant de votre banque, et si vous voulez les détenir en propre, vous n'avez pas le choix que de retirer des billets. Mais avec Bitcoin, vous pouvez détenir vos bitcoins numériques
en propre, tout seul, sans dépendre d'un intermédiaire. ETF Bitcoin, c'est l'un des thèmes de l'année 2023 avec BlackRock qui débarque et Fidelity, tous les gros géants. Est-ce que finalement, c'est pas un peu dénaturer l'esprit originel qui était décentralisation, cypherpunk, vraiment les gens qui sont dans l'anti-système? Aujourd'hui, on est dans l'intelligentsia financière qui, en gros, fait de l'argent grâce à la crypto. Ah, bien sûr, mais la finance a le don de s'emparer de tout ce qui peut être profitable. Donc, si Bitcoin peut être profitable, elle va évidemment s'en emparer. Moi, ce que je remarque, c'est que oui, les plus puristes dans la crypto ne sont pas nécessairement les gens qui ont entrepris, monté des grandes entreprises qui sont cotées, sont pas ceux qui ont monté des fonds d'investissement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des convictions sur Bitcoin de la part des grands dirigeants chez ces ETF, etc. Mais c'est pas forcément les mêmes que ceux qui étaient là tout au début, qui eux ont plus tendance à vivre dans l'ombre. Et tu dis bien cette nouvelle visibilité qu'a Bitcoin, cette nouvelle légitimité, elle fait de Bitcoin un outil qui est aussi de moins en moins attractif pour les antisystèmes. Maintenant, il faut bien voir que la promesse technologique de Bitcoin, elle reste là. C'est-à-dire que tu peux toujours détenir tes bitcoins sur ton portefeuille, être le seul à en avoir le mot de passe. Tu peux toujours faire une transaction qui n'est pas censurable. Donc ça ne bouge pas. Et c'est pas parce que la finance s'empare de bitcoin et fait des gros fonds d'investissement que ça change quelque chose. Alors ça fait monter le cours. Donc même les plus puristes, d'un point de vue pragmatique, pour leur portefeuille, ils sont contents parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais ça ne change pas les fondamentaux technologiques. Mais ils pourraient à un moment détenir plus de 51% des bitcoins, mais aussi prendre la puissance de calcul, donc devenir des mineurs et donc quelque part prendre le contrôle du réseau. C'est très différent déjà. C'est très différent de détenir la supply que de détenir la. C'est ça. C'est-à-dire que tu as plusieurs niveaux de centralisation possibles. Tu as effectivement un risque de centralisation financière qui existe. On le voit par exemple avec MicroStrategy, on le voit avec certains États ou l'État américain qui commence à détenir des bitcoins aussi. On n'est pas à des niveaux alarmants. Ce qui peut être plus alarmant, c'est la centralisation de la détention technique. Tu vois, par exemple, Coinbase a un rôle très important aujourd'hui parce qu'ils détiennent beaucoup de bitcoins. Alors, ils les détiennent pour le compte de leurs clients, mais enfin, techniquement, ils les détiennent quand même. Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est la décentralisation au niveau de la gouvernance, parce que c'est ça qui change en fait chez Bitcoin par rapport aux monnaies traditionnelles. Et là, on parle typiquement de minage, on va parler des nœuds, donc tous ces acteurs qui stockent la blockchain Bitcoin. Et donc le fait que ces acteurs-là, ils soient pas tous dans le même pays, qu'ils aient des intérêts qui soient différents, que ce soit des entreprises différentes, des particuliers répartis un peu partout sur la planète, en fait c'est ça qui est vachement important. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ait une communauté suffisamment importante de développeurs Bitcoin. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un des risques aujourd'hui, c'est qu'on ait trop peu de développeurs qui soient compétents et qui soient capables de porter le projet Bitcoin, d'autant plus que ce sont des gens qui sont pas payés. Hein. Évidemment, quand tu t'impliques dans Bitcoin aujourd'hui, t'es bénévole. Et puis, tu as plutôt envie de vivre caché. Hein, quand tu vois ce qui se passe avec certains développeurs qui sont mis en prison parce qu'ils ont codé des protocoles pour rester anonymes, etc. Donc ça, c'est un vrai risque aussi d'avoir suffisamment de gens impliqués pour améliorer le protocole. Justement, les développeurs aujourd'hui, il y en a combien à peu près qui s'occupent du protocole, qui continuent de faire des commits dessus? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas la réponse. On mettra le lien pour que vous puissiez aller vérifier parce que c'est public évidemment. Vous pouvez voir le GitHub. Oui. Je pense que c'est. Alors, il y a des données qui sont publiques. Maintenant, t'as pas forcément les identités à chaque fois. Tu peux avoir une personne derrière plusieurs comptes, etc. C'est vrai. Ouais. Dernière question que je voulais te poser sur les détracteurs, c'est que tu l'as dit, c'est une monnaie qui est pseudonyme. On connaît pas le créateur, Satoshi. Satoshi, il avait historiquement 1 million de bitcoins de mémoire sur un wallet, ça n'a jamais bougé. Est-ce que finalement, ça tient pas un peu un fil? Demain, on révèle l'identité de Satoshi, il appuie sur un bouton, ils vend 1 million de bitcoins, donc tout le projet s'effondre. Alors ça serait très surprenant déjà, mais effectivement, rien n'est impossible. Donc, dans l'hypothèse où ça arrive, je pense que le plus problématique, ça serait pas tant que Satoshi vende ses bitcoins, parce que ça ferait certes chuter le cours à court terme, mais je pense que Bitcoin s'en remettrait. Le plus problématique, ça serait qu'on sache qui est Satoshi. Parce que ce que ça voudrait dire, c'est qu'il y aurait quelqu'un, une personne ou un groupe de personnes qui aurait une influence très importante sur le protocole Bitcoin. Et le fait qu'on ne sache pas qui est Satoshi, c'est un point très important pour conserver ce niveau de décentralisation auprès de Bitcoin. Et c'est un truc qui n'existe pas d'ailleurs chez les autres cryptos. Tu vois, tu prends Ethereum, la numéro 2, tu as Vitalik Buterin qui a créé Ethereum, qui aujourd'hui a une grande influence
sur l'évolution du protocole. Et c'est une critique que font les bitcoiners de dire, en fait, Ethereum, c'est pas décentralisé. Le jour où Vitalik décide quelque chose, en fait, c'est ça qui se passe. Et donc, moi, je préférerais qu'on ne sache jamais qui est Satoshi. Parce que c'est ça qui va garantir que Bitcoin restera décentralisé et qu'il n'y aura pas d'influence qui pourrait être néfaste à sa politique. T'as une hypothèse sur son identité? Non, pas du tout. Alors, il y a même des reportages qui sortent tous les 6 mois pour dire on a trouvé Récemment Satoshi, etc. Oui, il y en a plein. En fait, la seule manière pour quelqu'un de prouver qu'il est Satoshi, c'est de prouver qu'il peut bouger le fameux million de Bitcoin qu'il a. Personne ne l'a fait. Alors, il y a des gens qui ont prétendu que c'était Satoshi, d'autres à qui on a dit c'est vous Satoshi. Ils ont dit non, c'est pas moi, mais on suspecte quand même que c'est eux. Donc, en fait, on ne le sait pas. Et je pense que Satoshi n'a absolument aucun intérêt à dire qui il est parce que ça attirait une attention mondiale sur lui qui serait complètement démesurée, même si effectivement c'est un homme qui est virtuellement riche mais qui ne peut pas dépenser ses bitcoins. 2023-2024, ça a été l'année vraiment de l'explosion de la financiarisation du bitcoin, les ETF, tu l'as dit, la Fed qui achète du bitcoin, Trump qui est élu et donc euphorie totale sur les marchés. Pourtant, les banques françaises sont encore assez récalcitrantes et chez Finari, et je pense que chez Desblocs aussi, on a toujours plein de clients qui nous disent « Ma banque a bloqué mon virement, j'ai pas pu recevoir mes fonds, j'ai dû justifier d'un virement entrant venant d'un exchange crypto. » Pourquoi il y a ce rejet des banques françaises, mais pas que, en réalité, du système bancaire en général? Au début, je pense que c'était par peur, par méconnaissance et par préjugé aussi, parce que Bitcoin avait globalement mauvaise réputation et donc elles n'avaient pas envie d'y toucher. Ensuite, je pense que ça a été parce qu'elle ne voulait pas prendre le risque d'être accusée de blanchiment. Et elle n'avait pas les outils pour aller voir ce qui se passait sur les blockchains. Et donc, un client qui arrivait en leur disant je fais un virement depuis Binance, par exemple, elle se disait en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne suis pas capable de tracer, donc je refuse. Aujourd'hui, en réalité, les plateformes en France, elles sont régulées par l'autorité des marchés financiers. Et les banques, souvent, d'ailleurs, elles ont des abonnements auprès des fameuses sociétés qui analysent les données sur les blockchains. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de raisons, à part une raison politique et économique, qui est qu'en fait, les banques, elles sont toutes en train de monter leur offre crypto et qu'elles n'ont pas du tout intérêt à favoriser d'autres acteurs crypto qu'elles-mêmes. Donc, je pense qu'il y a un mélange là-dedans de problèmes de conformité, de réputation et surtout d'intérêt économique aujourd'hui qui les pousse à refuser ce type de virement. J'ai fait un sondage très récemment là sur mon compte Twitter auprès de la communauté crypto pour dire est-ce que votre banque a déjà ou non rejeté un virement bancaire. J'ai eu 27% de gens qui m'ont dit j'ai déjà eu un virement bancaire rejeté par ma banque depuis ouvert une plateforme crypto. Je trouve que c'est absolument énorme et ça génère une frustration chez les détenteurs de crypto qui, même si à la base ils n'étaient pas forcément anti-banque, en fait le deviennent parce qu'ils sont dans la crypto. Tu as conseillé les patrons du CAC 40, des grandes entreprises. C'était quoi, eux, leur perception du Bitcoin et de la crypto en général? Alors moi, quand j'ai commencé, c'était en 2015, ils ne voulaient pas entendre parler de Bitcoin. On avait l'interdiction quasiment de prononcer le mot Bitcoin quand on allait faire des formations. Donc en fait, on arrivait et nous, on avait le droit de parler de blockchain. Donc on parlait de blockchain, on parlait de Bitcoin peut-être 30 secondes. Ils me disaient oui, c'est bon, on a compris. Nous, on veut parler des cas d'usage de la blockchain. D'ailleurs, ils disaient souvent c'est la blockchain qui nous intéresse. Exactement. Mais c'était pas vraiment dissociable en fait. Tu as d'autres blockchains que Bitcoin, factuellement. Mais en fait, eux, ils voulaient même pas parler. Ils voulaient pas parler de crypto. Donc, c'est quand même compliqué de parler de blockchain sans crypto. Tu peux essayer de parler de tokenisation d'actions. En fait, on arrivait vite à des impasses parce que même quand tu veux, par exemple, tokeniser les actions de ton entreprise sur blockchain, donc les mettre sur la blockchain Ethereum, en fait, pour créer le programme qui tokenise ces actions, il faut que tu aies un peu d'Ether, qui est la crypto-monnaie sur Ethereum, pour faire fonctionner le programme. Donc, on expliquait à nos clients qu'il allait falloir qu'ils achètent de l'Ether. Et alors là, c'était le branle-bas de combat avec la comptabilité, le légal, la technique. Et donc, on a fait beaucoup de projets comme ça avant que nos clients se rendent compte, peut-être en, je dirais oui, 2020, 2021, qu'en fait, il allait falloir regarder la réalité en face et prendre le sujet crypto à bras-le-corps. Et là, c'est que depuis, je dirais, cette année, 2024, qu'on arrive à parler de Bitcoin sereinement. Et voilà, c'est vraiment la première fois. Tu vois, ça fait 9 ans que je suis là-dedans. Ça fait 1 an que j'ai le droit vraiment de parler de Bitcoin avec mes clients. Si tu prends du recul et que tu regardes sur les 10 prochaines années, comment tu vois l'adoption du Bitcoin maintenant qu'on a passé ce cap? Alors moi, déjà, je dirais qu'il va y avoir une adoption croissante. Ça ne veut pas dire que ça va être linéaire. Hein. Donc, évidemment, il va y avoir des corrections, c'est normal. Mais je pense qu'on va voir un impact réduit des fameux cycles et des halvings
qu'on a vu jusqu'ici. Je pense que on va avoir un Bitcoin qui va s'institutionnaliser avec un cours qui va être de moins en moins cyclique et un cours qui va continuer sa tendance à la hausse. Je pense surtout qu'en termes d'adoption, et là on le voit dans les derniers rapports qui sont sortis, on a vraiment une énorme divergence entre les pays occidentaux comme la France et les pays émergents. En fait, ne serait-ce que l'opinion publique sur Bitcoin est beaucoup plus favorable dans ces pays que dans nos pays riches où globalement tout se passe bien et notre monnaie fonctionne relativement bien. Donc moi, je pense que l'adoption va passer plutôt par ces pays-là qui vont en profiter pour se dédollariser, pour être de moins en moins dépendants de la politique monétaire américaine ou européenne, et vont se mettre progressivement à utiliser Bitcoin, ou en tout cas, on va voir une adoption dans leur population sur cet actif-là. Bon, tu l'as dit, les grands acteurs du CAC 40 et les banques voulaient parler blockchain, mais pas crypto. Elles voulaient parler traçabilité, mais pas décentralisation. Les banques centrales, elles ont compris qu'il y avait vraiment un intérêt à s'inspirer de ce qui se passait sur le Bitcoin pour créer des tokens, ce qu'on appelle les MNBC, des monnaies de banque centrale sur la blockchain. Est-ce que tu es pour ou contre ce système et c'est quoi les risques que si ça se fait? Je suis pas sûre qu'elles veuillent créer des MNBC sur la blockchain. Je pense pas qu'elles vont créer une blockchain. Pourquoi? Parce que le principe même d'une blockchain telle que celle de Bitcoin ou dans quelques autres cryptos, c'est que ça doit être décentralisé. Or, le principe d'une banque centrale, tu vois, il y a centrale, c'est que c'est centralisé. Donc, en fait, elles n'ont pas besoin de blockchain. Par contre, ce qu'elles voient, les banques centrales, c'est que elles voient le développement d'un grand nombre de monnaies numériques. Évidemment, il y a les cryptos, mais tu as aussi un certain nombre d'acteurs qui commencent à avoir des velléités de sortir des crypto-dollars, par exemple, voire de créer leur propre monnaie. Ça avait été le cas de Facebook, qui avait sorti un projet qui s'appelait Libra il y a quelques années. Qui a vite disparu. Voilà, projet qui a été avorté. Mais malgré tout, ça avait beaucoup fait flipper les banques centrales à ce moment-là, qui s'étaient dit, mais attendez, si les acteurs privés créaient leur monnaie, nous, à quoi on sert? Exactement. Donc, elles se sont dit, à juste titre, il faut peut-être qu'on modernise l'euro. L'euro tel qu'il est sous sa forme actuelle, avec les infrastructures bancaires qui distribuent l'euro aux clients, peut-être que c'est un peu lourd. Et donc, la solution, ça pourrait être de créer une monnaie qui est directement émise par la banque centrale. Je te fais un raccourci de quelques années de groupe de travail, etc. Mais grosso modo, elles n'ont pas besoin de blockchain pour faire ça. Et donc, elles le feraient de manière relativement centralisée, en court-circuitant les banques commerciales, donc BNP, Société Générale, etc., et en distribuant directement de l'euro auprès du citoyen. Donc, grosso modo, toi, tu aurais sur ton téléphone une application Banque Centrale Européenne avec un portefeuille d'euros qui serait garanti par la Banque Centrale. Alors, la première chose qu'on se dit, c'est, en fait, pourquoi faire? Parce que, je veux dire, j'ai déjà des applications bancaires qui fonctionnent relativement bien avec de l'euro pour payer mon café. Pourquoi avoir une application de monnaie centrale? Et donc là, on se demande bien comment est-ce qu'ils vont favoriser l'adoption de cette monnaie-là. Alors peut-être qu'ils vont donner de l'argent, tu vois, ça pourrait être un moyen, hein, si tu te dis j'ouvre un portefeuille. Voilà, c'est ça, un airdrop de fiat. Donc j'ouvre mon portefeuille de la banque centrale et puis là, je découvre 100 €. Bon là, tu vois, il y a un paquet de gens qui pourraient ouvrir ce portefeuille-là. Mais en fait, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour avoir un meilleur contrôle, je dirais, de leur politique monétaire avec un lien direct avec les citoyens. Et donc, par exemple, ils pourraient faire de la monnaie fondante en se disant, voilà, là, les euros que vous avez dans votre portefeuille numérique de banque centrale, en fait, ils sont valables que jusqu'au 31 janvier. Tu vois. Et donc, ça leur donnerait un pouvoir accru en termes de gestion monétaire. Et alors, ce qui génère beaucoup de crainte, en fait, dans ce projet, c'est les risques en termes de vie privée. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un acteur centralisé qui aurait accès à un grand nombre de données. Et aujourd'hui, alors ils ont commencé à essayer de donner un certain nombre de garde-fous, mais qui satisfont pas complètement l'ensemble des experts techniques. Et puis même plus généralement, quand on est dans la crypto, on n'a pas très envie d'accroître le niveau de centralisation monétaire qui est celui de la BCE ou de la Banque centrale américaine si on est aux États-Unis, parce que ils ont déjà beaucoup de pouvoir. Ce sont des acteurs qui sont pas élus. Ils sont pas vraiment contrôlés par le Parlement européen non plus. La Banque centrale, elle est indépendante. Et donc, le niveau de visibilité et de contrôle qu'on a sur cet organisme-là, il est déjà très faible. Et donc, on a l'impression de donner trop de pouvoir à la Banque centrale. Donc, c'est pour cette raison que, voilà, moi, je suis plutôt opposée à ce genre de projet. Et je pense que ce qui pourrait être fait, en revanche, c'est de profiter de la modernité des infrastructures blockchain comme Ethereum pour aller créer de l'euro sur ces blockchains-là et avoir de l'euro qui bénéficierait des propriétés technologiques de l'ensemble des cryptos. Et ça serait hyper pratique. Et les banques, elles seraient les grandes perdantes dans l'histoire, là.
Pas forcément, pas si elle crée elle-même ces fameux stablecoins, on appelle ça. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui va se passer quand on voit la réglementation qui est mise en place. En fait, la réglementation, en Europe en tout cas, elle va favoriser les gros acteurs et pas les petits acteurs. Elle va mettre en place des barrières à l'entrée qui sont assez élevées, donc il faudra faire des gros investissements pour être agréé. Et donc, on sent que le régulateur, en fait, ce qu'il veut, c'est avoir les banques en face de lui. C'est pas avoir des nouvelles startups qui arrivent et qui vont créer des crypto-euros. Donc, c'est tout à fait possible que les banques sortent finalement pas si pardantes que ça et qu'elles créent une offre pour acheter du Bitcoin, qu'elles créent des stablecoins euros et qu'en fait, elles deviennent des nouvelles géantes, y compris dans la crypto-économie. Et ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle, les stablecoins sur l'euro, émises par les banques? Alors, des stablecoins euros, en soi, moi, je trouve que ce serait une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, dans la crypto, la quasi-totalité des stablecoins sont indexés sur le dollar. Donc, en fait, aujourd'hui... USDC, USDT, DAI, etc. En fait, plus de 90% de la valorisation des stablecoins, c'est du dollar. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les Européens, aujourd'hui, qui utilisent de la crypto, en fait, ils utilisent du dollar quand il faut se hedger et puis revenir en monnaie fiat. En fait, ils le font en dollars. Et donc, forcément, d'un point de vue souveraineté européenne, c'est pas dingue. Et donc, le fait d'avoir plus de stablecoins euros, c'est quelque chose qui est positif. Maintenant, je me demande un peu, quand on lit la réglementation, si nos régulateurs européens ont vraiment envie qu'il y ait des stablecoins euros. Parce que, par exemple, tu te retrouves avec des plafonds de volume, tu sens qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait des très gros acteurs qui puissent émettre des stablecoins euros. Ils ont vraiment envie que ça reste sous contrôle. Et puis, je me demande aussi quels acteurs vont les émettre. Et c'est vrai que moi, je trouve que l'arrivée de la crypto, ça serait aussi une manière de chambouler un peu le secteur financier, d'avoir des nouveaux acteurs qui arrivent de limiter un peu le monopole bancaire qui existe et qui parfois abuse un peu de sa position dominante. Et donc, c'est l'occasion de faire arriver des nouveaux acteurs. Et je trouverais ça dommage que finalement les banques en sortent les grandes gagnantes et qu'on n'ait pas des nouveaux acteurs dans ce marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les banques sortent gagnantes et que les petits puissent émerger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, d'un point de vue entrepreneurial, déjà, il faut monter des boîtes. Ouais. Du point de vue des fonds, ça veut dire qu'il faut aller financer aussi des boîtes, des nouvelles boîtes dans la finance. Du point de vue du particulier, et là, c'est pas toujours évident, ça veut dire qu'il faut aller regarder ce qui se fait sur le marché et aller choisir des acteurs qui sont pas des acteurs microscopiques ou non régulés, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Mais ça veut dire aussi peut-être s'intéresser à d'autres acteurs que simplement son agence bancaire, BNP ou Société Générale au coin de son quartier, et d'aller voir ce qui se fait tout simplement sur la place. Et il y a des listes en plus. Alors par exemple, dans la crypto, l'autorité des marchés financiers a une liste de tous les acteurs qui sont enregistrés ou agréés. Donc c'est assez facile d'aller vérifier si un acteur a bien les autorisations nécessaires. Donc moi, j'encourage tout le monde à aller se renseigner sur ce type d'acteurs. Quitte à en tester plusieurs pour aller voir ce qui se fait et pas juste continuer à engraisser le monopole bancaire. De voter avec son argent, en fait. Exactement. Est-ce que l'Europe va sortir gagnante de cette révolution? C'est pas parti pour. Pourquoi? C'est pas parti pour parce que quand on regarde factuellement ce qui se passe aujourd'hui, les très grandes plateformes, elles sont pas en Europe, elles sont aux États-Unis. Et les quelques plateformes de taille moyenne à grande qu'on avait en Europe, je pense à Bitstamp par exemple, ils se sont fait racheter par Robinhood, par un acteur américain. Donc, en fait, l'Europe aujourd'hui, elle répète ce qui s'est passé avec Internet. C'est-à-dire qu'on est en train... On a inventé le Minitel. Ouais, c'est super, c'est super. Mais bon, voilà, Minitel, moi, j'en ai pas chez moi. Je pense que toi non plus. Bon. Donc, a priori, on n'est pas sur la bonne voie là-dessus. Même s'il y a encore, je veux pas dire tout est perdu, mais je pense que l'Europe, en fait, aujourd'hui, elle va chercher des niches. C'est-à-dire qu'on a quelques beaux acteurs sur certains sujets dans la finance décentralisée, sur le stacking. En fait, on va chercher les niches sur lesquelles les Américains n'ont pas déjà tout pris. Et c'est un peu dommage. On prend les miettes. Voilà, on prend les miettes. Alors, c'est pas qu'un sujet de réglementation, c'est aussi un sujet de financement. Enfin, il y a plein de choses qui se regroupent là-dedans. Il y a la version au risque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, tant que tout se passe bien avec les États-Unis, c'est pas grave, on peut avoir nos cryptos chez un acteur américain. Mais c'est vrai que si demain on a un problème avec les États-Unis, globalement, en un décret et 3 clics, les cryptos des Européens sont toutes gelées sur les plateformes américaines. C'est vrai que c'est quand même dommage. On dit souvent l'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe régule. Ouais. Dans la crypto, ça s'est vérifié complètement. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu antinomique avec ce que tu nous as dit au début, c'est qu'il faudrait complètement déréguler pour permettre l'innovation crypto? Ou l'innovation en général dans les services financiers, parce que c'est pas que la crypto qui va apporter les nouveautés. Bien sûr, je trouve que la réglementation européenne telle qu'elle est faite aujourd'hui, on l'a dit, elle est faite pour des très gros acteurs.
Et donc, elle est globalement trop stricte. Elle est trop difficile, notamment sur certains sujets. Je pense au stablecoin, où elle met les barrières à l'entrée assez haut. Et elle rend la création de stablecoin pas très intéressante d'un point de vue business. Donc oui, là-dessus, elle va trop loin. Maintenant, de là à dire qu'il faut pas de réglementation du tout, je sais pas non plus. Tu vois, c'est bien aussi d'avoir quelques bonnes pratiques. Est-ce que ça doit prendre la forme de loi, à quel point on doit aller dans le détail, je sais pas. Moi, je suis pas choquée qu'il y ait une réglementation en Europe. C'est juste qu'aujourd'hui, elle va trop loin. Est-ce que tu as des conseils pour des néophytes qui ont été convaincus par ton discours et qui, du coup, veulent se lancer dans la crypto? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel ordre? Et comment profiter de la révolution? Alors, la première chose à faire, déjà, c'est de s'acculturer un minimum. Donc, ça passe par regarder des épisodes de Finari. Selon ce que vous aimez, ça peut être... Regarder ton podcast. Voilà, regarder la chaîne Unrusted. J'ai écrit un bouquin aussi, dont la 2e édition est sortie en septembre dernier, qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile. Mais il y a plein de super choses sur la crypto. Il y a un reportage Arte aussi qui s'appelle Le mystère Satoshi. En fait, ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet qui sont dispo. Et qui sont qualitatives. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est passer quelques heures à fouiller, à se renseigner, à bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et ensuite, c'est un peu le même conseil que sur tout type d'actifs, c'est-à-dire faire un plan d'investissement, réfléchir à combien on veut investir, combien on est prêt à perdre. Selon le profil de la personne, il peut y avoir plus ou moins de risques qui est pris, plus ou moins de diversification sur un grand nombre de cryptos ou simplement des profils conservateurs qui vont rester sur Bitcoin. Moi, j'encourage quand même à pas trop s'aventurer dans le trading au début, parce que l'adrénaline peut vite monter. C'est-à-dire qu'on peut très vite devenir addict, surtout que sur les plateformes crypto, parfois, tu as un aspect ludique. Tu vois, tu vas pouvoir acheter, vendre très rapidement, tu as des meme coins, c'est rigolo. Et donc, on peut se laisser enfermer comme ça dans une spirale qui... on a l'impression de jouer, alors qu'en fait, on investit quand même notre argent, donc il faut un peu faire attention. Et moi, j'encourage aussi à détenir au moins en partie sa crypto en propre, particulièrement si on en a beaucoup. Donc ça passe par des portefeuilles comme ce qu'on a chez des blogs, ça passe par un ledger par exemple, il y a plein de solutions. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi pour se rendre compte de ce que c'est que la crypto. C'est pas juste, on achète de la crypto via une néobanque, ce qui peut être très bien dans un premier temps, mais c'est aussi se rendre compte de l'esprit qu'il y a derrière et du fait qu'on peut détenir son argent en propre. Si on quitte l'Europe et qu'on va vers les pays émergents, l'Inde, la Chine, qui sont en train de devenir les locomotives des économies mondiales, eux, ils ont clairement dit qu'ils étaient hostiles au Bitcoin et qu'ils favorisaient les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que du coup, c'est un danger à mesure que ces pays grossissent pour le réseau crypto et pour la blockchain en particulier, pour la blockchain Bitcoin en particulier? Alors, il y a plusieurs choses. Dans ces pays, effectivement, tu peux avoir des voix politiques qui vont être hostiles au Bitcoin. Alors, ça me surprend pas particulièrement, surtout venant de la Chine. Néanmoins, quand on regarde, il y a quand même une adoption qui est assez importante du sujet crypto par leurs populations respectives. Et donc, même si tu as des voix politiques discordantes qui disent le Bitcoin, c'est pas bien, le fait est que leur population détient très largement de la crypto, plus qu'en France. Donc, c'est pas parce que les pouvoirs politiques disent Bitcoin, c'est mal, qu'en fait, il n'y a pas d'adoption dans ces pays-là. Et ils pourraient l'interdire. Oui, ils pourraient l'interdire, mais tu vois, il y a d'autres pays qui ont interdit les cryptos. Je pense au Maroc, par exemple. En fait, ils sont en train de revenir dessus parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, les gens en ont. Et en fait, mieux vaut qu'ils en aient et qu'ils les achètent via des plateformes régulées sur lesquelles l'État a un peu de visibilité, plutôt qu'ils se les achètent de pair à pair dans la rue, sur des groupes Facebook, un peu n'importe comment. Donc, je suis pas sûre qu'ils puissent vraiment aller interdire la détention de crypto. Après, voilà, rien n'est impossible, mais honnêtement, je serais très surprise. La deuxième chose, c'est que ces pays-là cherchent beaucoup à se dédollariser. Et donc, même s'ils vont pas se dédollariser avec Bitcoin, en fait, ils vont essayer d'utiliser des technologies relativement similaires pour créer des systèmes de paiement entre eux et pour se rendre plus indépendants du dollar américain et de la politique monétaire américaine. Et je trouve que ça, c'est un signal important parce que ça montre vraiment qu'il y a de plus en plus de concurrence dans les monnaies et qu'on est en train de sortir de l'hégémonie du dollar américain. Et ça, c'est intéressant pour Bitcoin, même si Bitcoin n'est pas adopté directement par la Chine. On va terminer par le chrono Bitcoin. Le format est super simple. Je te pose une question, tu as 10 secondes pour répondre. Une réserve stratégique en Bitcoin pour la France, t'es pour ou contre? Je suis pour, et je pense qu'on devrait l'avoir déjà faite. Ethereum ou Solana? Ethereum. Les mêmes coins, arnaque ou idée de génie? Les deux. Régulation de la crypto ou liberté totale? Franchement, je dirais entre les deux. Voilà. Je suis pas libertarienne. Ouais. Non, mais je suis pas libertarienne, donc j'ai pas envie de dire liberté totale, parce que je pense qu'il faut de la régulation.
Mais la régulation telle qu'on l'a en Europe va un peu trop loin, quoi. Proof of stake ou proof of work? Alors, je ne souhaite pas que Bitcoin passe en proof of stake, si c'est là ta question. Donc, je souhaite que Bitcoin reste en proof of work. Bitcoin comme monnaie ou comme valeur de refuge? Les deux. MicroStrategy et Michael Saylor et leurs 439 000 bitcoins, idée de génie ou risque d'implosion? Aujourd'hui, idée de génie. Tu as parlé des néophytes. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à ceux qui ont déjà investi en crypto? Alors, moi, mon conseil, ça serait surtout dans les interactions sociales qu'ils ont avec les gens qui en ont pas et les gens qui sont plutôt anti-crypto. Et d'ailleurs, souvent, on a des débats passionnés quand on a de la crypto et qu'on est à fond dedans, avec des gens qui sont hyper hostiles. Et donc, moi, mon conseil, ça serait de pas aller trop saouler les gens avec ça. Parce que c'est vrai que moi, je le remarque, plus on va aller parler de crypto et de Bitcoin aux gens de manière un peu monomaniaque, et plus ça produit l'effet inverse de ce qu'on aurait souhaité. Et donc, faut pas créer cet effet un peu secte qu'on peut voir parfois dans la crypto. Il faut essayer d'accepter le niveau de connaissance des gens qui sont en face et de pas vouloir leur remettre plein la vue avec nos propres connaissances sur la crypto, mais plutôt de les emmener petit à petit. Je pense que c'est vraiment ça la bonne manière de faire et de faire comprendre aussi ces sujets-là aux gens qui n'y connaissent rien. Merci Claire. Je t'en prie.